Simon. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment filmer le temps suspendu alors que le festival Cinéma du Réel a débuté, une 43e édition en ligne qui tisse sa toile jusqu'au 21 mars. Elle y présente son dernier film en compétition. Invitée, la cinéaste Claire Simon, elle est l'auteure de nombreux documentaires dont Gare du Nord, Le bois dont les rêves sont faits ou encore Le Concours. Après sa série documentaire Le Village en 20 épisodes, Claire Simon réalise Le fils de l'épicière, Le maire, le village et le monde, dont la sortie est prévue en salle cette année. Au Festival Cinéma du Réel, elle présente actuellement un autre film, son nouveau documentaire Garage, des moteurs et des hommes, diffusé cet été, on l'attend début juillet sur France 3, tourné pendant le premier confinement, celui du 16 mars 2020, il y a un an déjà. Je pense à tous ceux qui ne sont plus là. Les maisons, elles, sont toujours là. Elles sont entretenues. Le village se consacre aux vacanciers, aux retraités. Et chacun travaille pour eux. Ils viennent au village pour se reposer, pas pour vivre. Bonjour Claire Simon. Bonjour. La voiture est prête, c'est peut-être la phrase qu'on entend le plus souvent dans ce film. Le garage, c'est le lieu de tous, racontez-vous. Quoi qu'on fasse ici, il faut une voiture. J'ai grandi ici, dites-vous également. Il est où ce ici ? Il est dans le Var. C'est un village dans le Haut-Var qui s'appelle Clavier. Voilà, c'est le village où j'ai grandi. Et c'est vrai que, en écoutant mon introduction, quand j'étais enfant, il y avait 2 fabriques de pâtes, une scierie, il y a eu ensuite une imprimerie. Et donc ce mot ici avait un sens pour les gens qui vivaient là. C'est-à-dire que, c'était un monde, quoi. On travaillait et on vivait là. Et la tendance touristique fait du village qu'il devient loin au lieu d'être ici. C'est-à-dire, on va se reposer au loin, on va prendre des vacances au loin. Et c'est beau parce que les gens qui viennent apprécient le paysage, parfois la culture du lieu, parfois, pas toujours. Mais pour les habitants, c'est une drôle de chose que de ne s'offrir qu'à ceux qui pensent que votre lieu est loin, quoi. Et vous, Claire Simon, vous avez été confinée ici ou confinée là-bas. Parce que vous avez beau avoir grandi ici, vous êtes un peu une étrangère quand vous y retournez. Ah oui, je suis une étrangère de toute façon parce que ma famille est faite d'étrangers et que mes parents se sont installés dans ce village. C'était peut-être les premiers étrangers. Enfin, à s'installer loin du village. Il y a eu beaucoup d'Italiens, mais c'est ça qu'on oublie. Les villages, c'est toujours un lieu où on vous demande votre pédigré. Et au fond, les villages sont faits par des vagues d'immigration, de gens. Il y avait beaucoup d'Italiens dans le sud de la France qui fuyaient, entre autres, le fascisme et la pauvreté. Voilà, donc j'ai grandi à Clavier, loin du village. Loin du village, c'est un détail qui compte quand même parce que ça veut dire qu'on est toujours un peu étranger quand on rentre dans le village. Et alors, il y a cette idée de distance et cette temporalité qui est très particulière, hein. Il y a cette ambiance aussi de western que vous avez un peu appuyée, surlignée par vos choix musicaux et on vient de l'entendre. Il y a aussi que le garage, dans un moment comme celui-ci, pendant le confinement et les mois, les semaines qui ont suivi, est devenu un point de ralliement, un lieu où on se croise quand les bars sont fermés, comme là encore dans un western, hein. C'est ce quotidien du village que
vous avez filmé, mais dans la ville, dans les grandes villes, avec le grand confinement. C'est soudain devenu notre quotidien à tous, hein, cette ambiance de western qu'on a pu y croiser. Comment fait-on pour filmer ce temps suspendu, cette ambiance si particulière? Euh, Je ne sais pas, je ne me pose pas exactement la question comme ça. Quand j'y vais, mon pari était de me dire c'est l'endroit le plus vivant de ce village et c'est l'endroit où l'on voit tout le monde indistinctement, que ce soit justement les retraités, les touristes, mais le plombier, les gens qui ont... enfin, toutes sortes de gens. Et au fond, c'est quelque chose qui, moi, m'intéresse toujours, c'est de trouver un endroit qui ressemble à une agora, qui ressemble à un endroit où on voit le peuple, entre guillemets. C'est un mot difficile à utiliser aujourd'hui. Et donc, mon pari était de dire, dans ce petit lieu-là, je verrai tout le village. Après, il y a l'autre point de vue, et c'est pour ça que j'ai présenté le film aussi, c'est que je suis une femme et que les garages sont des lieux, évidemment, complètement masculins. Et que c'est une chose qui m'intéressait beaucoup, à la fois le travail lui-même et la langue des garagistes, comment ils se parlent, de quoi ils parlent tout le temps. Et évidemment, par chance, le patron du garage avait un apprenti et donc il lui parle. Alors on va les écouter parler. C'est un pignon fou. Le pignon, il tourne sur le vélo. Il n'y a pas de clavette. Et du coup? On peut pas remonter, on est baisé. Pourquoi? Pourquoi? Une grosse merde, mais... Ça tourne pas le moteur. Non. Alors là, on est dans la merde. Hein. Là, on est dans la grosse merde. Voilà, c'est bien. Ah, putain. Et tu l'as bloqué le moteur? Ouais, c'est pas démarré, mais il est bloqué. J'ai pas les bonnes piles, j'ai rien. Et en fait, c'était un pignon fou. Le pignon, il tourne sur le vilebrequin. Je suis blasé. La journée, elle est niquée. Mon week-end, il est niqué. Je suis blasé. Voilà, la scène du pignon fou. Alors là, on est vraiment dans un moment de tension du film, hein, de votre film, Claire Simon, un moment d'action, hein, on pourrait presque le dire aussi comme ça. On entend ces hommes au travail, ils sont dans le faire au quotidien, ils sont là avec leur langue, avec leurs mots, et vous avez aussi su capter ces moments-là. C'est un scénario qui s'est écrit au jour le jour. Oui, bien sûr. Et puis la surprise pour moi, qui ne suis pas une grande... Enfin, je ne suis pas spécialement intéressée par les voitures. Et j'ai découvert très vite qu'une panne était une histoire. Et que c'était une vraie réflexion. Et que c'était pas du tout gagné dans certains cas. Bon, évidemment, quand il s'agit de changer un pneu, ça va, on connaît la musique. Et encore, parfois, il y a des trucs très bizarres qui arrivent. Mais là, par exemple, l'histoire du pignon fou, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cru qu'ils n'arriveraient pas à remettre le moteur en état et qu'il y avait un risque que j'ai compris que les arbres à cames ne remettent pas en place avec les vilebrequins et qu'il y avait un risque de détruire le moteur. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que je comprenais un mot sur 20 de ce qu'il disait. Je comprends moteur, je suis blasée, voilà. Et pour autant, j'arrivais à comprendre l'émotion, la fureur, le découragement, la colère totale. Et puis, bon, une fois qu'on est au maximum de la colère, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire quelque chose, quoi. Soit on remonte la pente. Et donc, j'avais l'impression de voir des cheminements d'humeur. Un jour, j'ai dit à Christophe, tu sais, le film, ça pourrait s'appeler Le triomphe de la volonté, quoi. C'est-à-dire comment il était obligé de passer au-dessus des difficultés, ce que tous les mécaniciens n'expriment pas. Mais par exemple, Matthew Crawford, qui a écrit L'éloge du carburateur, raconte exactement ça, et où il dit la langue, putain de bordel de merde, il appelle ça, qui est la langue du mécanicien, quoi. Voilà. Donc, j'ai découvert
que c'était des histoires qui étaient très intéressantes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Bah, elles disent le courage, l'opiniâtreté, l'intelligence, ce que c'est aussi que le comment dire, la pensée en acte, c'est-à-dire le travail manuel, en gros, quoi. C'est d'ailleurs la thèse de Matthew Crawford dans Éloge du carburateur, c'est-à-dire que on croit que le travail manuel est un travail inintelligent, ce qui est enfin, c'est vrai que l'organisation du travail fait tout pour que les travailleurs manuels aient moins de possibilités, mais pour autant, c'est un travail très intelligent. Et c'est un travail qui passe tout le temps de la théorie à la pratique et de l'idée au corps, de l'idée à l'objet. Et ça, c'est très beau. Enfin, je veux dire, le cinéma a beaucoup à faire à ça. Donc moi, ça m'intéresse énormément. Et y compris, ensuite, l'autre chose, c'est le corps des deux mécaniciens contre le corps des voitures, quoi. C'est-à-dire le fait que les vis sont toujours très coincées à un endroit inaccessible, que chaque marque a des outils spécifiques qui coûtent très cher, que donc ils sont tout le temps obligés de s'arranger, etc. Et puis le fait de téléphoner à un copain mécano qui a peut-être lui déjà fait ce truc-là. Donc il y a toute une histoire à l'intérieur de la panne que je trouvais non seulement remarquable en elle-même, mais qui raconte aussi la société, qui raconte comment les hommes se tiennent entre eux dans ce rêve d'une société purement masculine. Mais moi, en tant que femme, ça m'intéresse quand même, ça m'impressionne de comprendre comment ça marche, quoi. Je ne sais pas si c'était un rêve d'une société purement masculine. Elle est là un peu de facto dans cet espace-là, presque patriarcal aussi, à sa matière, et symbolisé comme tel. Vous parliez aussi de filmer les corps et de filmer ces métiers qui sont dans le faire, ces métiers qui, depuis 1 an, aussi se sont rappelés à notre bon souvenir, Oui. d'artisans, de commerçants, ces professions qui ont montré toute leur utilité pour ceux qui avaient eu tendance à l'oublier. C'est aussi ça que votre film Claire Simon, Garage des moteurs et des hommes raconte. Est-ce que pour comprendre l'autre, j'en reviens à cette question du temps, cette notion de temps, il est important de vivre à son rythme, de ne pas presser la parole, de ne pas être le moteur de l'action? Ah bien sûr, évidemment. Évidemment que chaque rencontre à l'intérieur d'un film, chaque film est une rencontre et que c'est le temps de celui que je filme qui est fondamental. Et que moi je viens avec aucune question, si ce n'est de comprendre comment ça marche. Et puis votre question du temps, elle est très importante et elle est très difficile dans le cinéma documentaire. Parce qu'évidemment, on peut dire, voilà, on fait la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est assez compliqué. De quoi sont faits les jours? Et puis surtout, qu'il y a des nuits. Et par exemple, faire passer le temps, c'est une chose très complexe dans un récit documentaire, dans un récit de cinéma en règle générale. Et je m'y suis beaucoup attelée parce que, par exemple, moi, j'étais toujours très émue quand j'arrivais à 8h moins le quart et que je les voyais arriver et l'ouverture du garage. Mais ça veut dire qu'on est dans un temps où ça se répète, par exemple. Et c'est pas toujours facile de l'installer dans un film. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir montrer les temps morts, montrer l'ennui. Oui, oui, oui. Oui. Et alors au garage, il y a des gens qui s'ennuient, qui sont parfois les clients, parfois la petite amie de l'apprenti, parfois les gens qui attendent, quoi. Et c'est très beau aussi ce rapport entre... mais ça, tout le monde connaît ça. On rentre dans un garage, on a une panne et on doit attendre un quart d'heure, 20 minutes que le mécanicien vous regarde. Et donc ce temps-là est un temps que j'avais très envie de filmer aussi, oui. Voilà, un temps suspendu, comme ce temps que l'on réapprend à apprivoiser depuis des mois et des mois d'épidémies et de crises sanitaires. C'est aussi à travers ce petit biais-là, cette manière de raconter nos quotidiens que vous captez une partie du réel. Vous n'aimez pas trop, vous, ce mot de réel, Claire Simon, vous lui préférez souvent le mot ou l'idée de vérité. Quelle vérité pour vous à travers ces images dans Garage des moteurs
moteurs et des hommes avez-vous souligné? Vérité, c'est immense, hein. Euh, euh, En fait, j'ai rien contre le mot réel, c'est le mot capter qui est compliqué. C'est-à-dire que je filme des gens qui m'intéressent, que j'admire. J'essaye de filmer ce qu'ils font, leur corps. Euh, et j'ai pas du tout l'impression de capter. Parce que, si vous voulez, une des phrases classiques qu'on dit à un documentariste, c'est « Vous avez posé votre caméra dans la cour de récréation ?» Non, je ne la pose pas. Et même si je la pose sur pied, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'essaye d'être avec les gens que je filme et de comprendre ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Je me souviens, j'ai fait un film qui s'appelle « Le bois dont les rêves sont faits ». Et je rencontrais des gens, une prostituée, un homosexuel, etc. Et ce que j'aimais énormément dans leur manière de me parler, c'est qu'ils me parlaient comme si j'étais stagiaire, si vous voulez. Comme si j'allais devenir prostituée, comme si j'allais devenir homo, gay, quoi, masculin. Et voilà. Et donc, peut-être que je filme comme une stagiaire. La parole, de l'importance de la parole et des images. Pierre Perrault, cinéaste, il est décédé en 99. On retrouve dans cet extrait qu'on va entendre son accent chantant canadien. Pierre Perrault. J'ai tout appris du magnétophone. C'est-à-dire que j'ai appris du magnétophone à la fois à écouter les hommes, à pressentir la qualité de leurs paroles, à les placer de telle sorte que leur parole soit la plus valable possible, la plus belle possible, la plus poétique possible, c'est-à-dire trouver, sans les contraintes énormes que représente un équipement de cinéma, le moyen de mettre cet homme-là en valeur, mémorable. Ça m'a mis en possession d'une façon de me comporter avec les gens qui m'est apparue comme plus importante que le comportement traditionnel de la caméra, qui se prend beaucoup pour une grande dame qui fait des claquettes, qui impose le silence, qui est très élégante et qui veut qu'on se soumette, qui est le centre du monde. J'ai appris à mépriser la caméra, à la fouetter, à lui dire « Toi, tais-toi, toi, obéis, toi, regarde, toi, tu dois suivre, toi, tu dois rien précéder, toi, tu dois rien demander. » Enfin, le moins possible. Tu es là pour être au service d'une cause, d'un dialogue, d'un discours. Personne n'est à ton service. Mutatis mutandis, bien sûr, parce que tout à coup, tu as assez d'aisance, d'aise avec les gens pour leur demander des petits services qui rendent les choses plus faciles. Voilà, c'est un pionnier du cinéma direct, Pierre Perrault, un cinéaste, mais aussi un poète. On l'entend à travers cet extrait. Claire Simon, vous vous mettez aussi au service d'une cause quand vous filmez. D'une cause, oui, je sais pas. Une cause... Je souscris entièrement à ce que dit Pierre Perrault. C'est un immense cinéaste. Et la caméra qui ne doit pas être la grande dame, c'est tout à fait vrai, mais c'est surtout, par exemple, moi, je tourne le casque sur les oreilles et c'est certain que c'est le son qui me guide, que la parole est absolument la reine. Que c'est elle qui fait la poésie, c'est elle qui fait le rythme. La cause, si vous voulez, ça voudrait dire une cause idéologique, politique, journalistique. Je crois que moi, en filmant, je fais l'expérience avec les gens que je filme de ce dont ils font l'expérience. Enfin, j'essaye de faire ça. Et... la cause, ça serait plutôt, disons, des choix. Le choix, par exemple, voilà, je sais que dans mon village, ils attendent de voir le film et ils pensent que ça va être un dépliant touristique ou une publicité pour le garage. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. La cause, c'est le parti pris de dire, on voit le village dans le garage et on voit les rapports entre des hommes entre eux et des hommes avec les moteurs. C'est tout à fait autre chose que ce qu'ils attendent. Donc, si vous voulez, la cause, elle est dans le parti pris que j'ai eu de ne filmer le village qu'à partir du garage.
Ce garage, donc, et ce film, Claire Simon, qui est actuellement présenté et en compétition du Festival Cinéma du Réel, qui a d'ores et déjà débuté et qui va tisser sa toile jusqu'au 21 mars. Ce film, votre nouveau film documentaire, s'appelle Garage, des moteurs et des hommes. Vous êtes notre invité jusqu'à 13h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Dans Garage, votre dernier film, Claire Simon, le masque fait une rapide apparition. Il n'avait pas encore pris ses quartiers, ni dans les villes, ni dans ce Var où vous avez choisi de filmer très très peu, encore à de rares occasions. Pourtant, aujourd'hui, il fait partie de la vérité de l'époque aussi. Nous sommes tous masqués. Comment filmer des corps ou surtout des visages quand une partie de nos expressions sont entravées? Est-ce que vous pourriez aujourd'hui tourner et filmer des visages masqués? Ça m'intéresserait. Peut-être que ça va m'arriver. C'est vrai que les visages ne sont plus du tout les mêmes. Que parfois, quand quelqu'un enlève son masque, on ne le reconnaît pas. Qu'il y a quelque chose comme on devient des images, quoi, plus. Et puis, le son des voix est très entravé. Et parfois, j'ai un ami qui est en train de tourner en ce moment dans le Var, dans un collège où tout le monde est masqué. Et finalement, il me dit « Je n'entends rien de ce que disent les élèves, donc je vais pouvoir leur faire dire ce que je veux. » Il va pouvoir retourner les voix, refaire les dialogues après coup. Je lui ai suggéré de mettre des sous-titres. Ouais. Je trouvais que... Donc oui, c'est tout à fait autre chose. Je crains que comme ça, cette épidémie, cette pandémie nous mène à garder les masques assez longtemps, quoi. Au-delà de la fin de l'épidémie. Donc il faudra faire avec, comme cinéaste aussi, comme documentariste, il faudra prendre parti. Oui. De tourner avec. Oui, et pourtant, le visage est ce que l'on donne à l'autre de plus fort. Le visage est quelque chose de très important et de très beau, et de quelque chose dans lequel on peut se perdre. Et c'est vrai que c'est... Enfin, on peut se perdre. Je renvoie à un grand philosophe qui a parlé de ça, qui s'appelle Emmanuel Levinas. Mais le visage, c'est tellement quelque chose qu'on donne à l'autre. Et donc là, on est tous en train de se refermer un peu, quoi. Lévinas, qui est à l'honneur des chemins de la philo d'Adèle Van Rett en ce moment. Je vous renvoie vers cette série d'émissions sur franceculture.fr. Claire Simon, vous évoquiez Garage. Vous étiez confinée, vous, là-bas. Le film n'a pas été tourné pendant le confinement, mais juste après, pendant l'été 2020. Est-ce que ce film est né d'une envie, d'un ennui presque, ou d'une urgence à filmer? Est-ce que vous avez ressenti, vous, cette urgence à raconter? C'est-à-dire que, oui, j'avais envie de faire un film, et surtout, cette idée du garage, je l'ai depuis 2 ans, quoi. J'en avais déjà parlé à Christophe, parce que je trouvais que c'était ce lieu de vie à l'intérieur du village que je trouve parfois un peu... J'ai trouvé ça formidable. J'avais l'impression que toujours, quand je passais devant le garage, il y avait plein de monde, que c'était vraiment un endroit où ça parle. Et vous aviez envie de retrouver ce monde aussi? Oui, absolument. C'est aussi ça la violence de cette crise sanitaire, qui est de nous séparer, de nous éloigner. Absolument, absolument. Et du hasard et des rencontres. Parce que ce que la violence de ce qu'on vit nous empêche de traverser, c'est le hasard des rencontres avec les autres, et donc de ce qui se construit continuellement. Et c'est très difficile. Par exemple, là, le festival du réel en ligne, il y a des tas de films que j'ai envie de voir et que je regarde seule chez moi, mais j'en parle parfois au téléphone avec des amis, mais le fait qu'il y ait si peu de hasard, de rencontres et de plaisir de se retrouver est quand même extrêmement dur à supporter, quoi.
Cette période, elle est très particulière aussi pour les cinéastes, les documentaristes, les lieux de culture sont fermés, les salles de cinéma également. Est-ce qu'elle n'est pas idéale, au fond, cette période, pour tenter de repenser les liens entre le documentaire et la télévision, Claire Simon? C'est le sens d'une tribune que vous avez co-signée, Réconcilions la télévision et le documentaire, la semaine dernière dans Libération, où ensemble, collectivement, avec d'autres cinéastes, vous demandez un label. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, le documentaire, ou avec les années, c'est trop homogénéisé? Est-ce que vous souhaitez rouvrir ces discussions qui permettraient de reconnaître dans le documentaire de création, notamment un genre particulier, une forme de récit particulière qui devrait trouver sa place à la télévision? Oui, c'est formidable le fait que quelqu'un puisse tomber sur mon film par hasard, sur un film pardon, sur un film, voilà, en allumant sa télé. Et c'est totalement... Moi, j'ai eu impossible aujourd'hui. J'ai eu la chance que Florence Jameau, à l'heure D, m'accueille avec autant de liberté. Mais il n'est pas... toutes les cases dites documentaires sont des cases complètement formatées où les programmateurs conçoivent les films et envoient des réalisateurs qu'ils choisissent faire des films à leur idée. Et donc, il y a déjà un problème de base, c'est que les programmateurs qui conçoivent, qui formatent comme ça les cases documentaires, que sur toutes les chaînes françaises en tout cas, n'ont aucun contact avec les gens qui vont être filmés. Et donc, on a, disons, quelques modèles classiques, c'est-à-dire des interviews avec quelque chose entre, ou bien quelques interviews, quelques scènes d'action. Voilà. Ce sont des modèles imposés, avec des voix off imposées. Moi, j'aime beaucoup la voix off, mais pas celle qui est imposée. Donc, on ne reconnaît pas la possibilité aux documentaristes d'être des cinéastes ou des auteurs, disons, et de dégager un point de vue à partir de leur expérience avec le sujet qu'ils filment. Et ça, c'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer? Disons qu'on l'espère. Vous aimeriez que cette discussion-là s'ouvre. De la série documentaire Le Village au long métrage, le fils de l'épicière, c'est aussi ça, hein, c'est le récit d'une aventure humaine. Et c'est aussi un film qui pose à la fois la question des utopies et celle de l'argent, qui reste le nerf de la guerre de la création. Malgré tous vos efforts et puis les Oui. soutiens, ça ne progresse pas. C'est quoi vos... Le plan B, Ouais, le plan B. ben, je sais pas. si tu veux, soyons très clairs. À l'USAS, on sait être pauvre et surtout, on sait mettre des plans de survie en place. C'est pour ça qu'il y a un côté immortel parce que ça résiste. Et puis 6500, mine de rien aujourd'hui, c'est un immense succès dans les plateformes. On est les seuls, hein, les autres ils sont à 4005. Le plafond de verre, c'est 4000, 4005. Donc voyons. Si on vous donne pas de sous, supposons, vous arrêtez la plage brûlante d'un rêve. Non. Non. Non, non, non. On est à la recherche, on va dire, de 60 000 euros. Et donc c'est ça. C'est cet argent-là qu'il faut qu'on trouve dans les 4 à 5 mois pour faire face à la question de la trésorerie et au niveau de... atteindre le niveau des abonnés qui va nous permettre de commencer à engorger les bénéfices. Mais c'est vrai qu'on avait prévu 18 mois et on sera sur 26 mois, quoi. Bon, il faut que je réfléchisse, je peux pas vous répondre. Je comprends. Et dans l'autre. Non, je comprends. Et puis nous, on peut vous envoyer des documents un peu plus précis, hein. Je fais ça. Oui, ce serait pas mal. Au cœur de ce film, la création d'une plateforme. Le cinéma, c'est ça, c'est une toute petite économie où il faut toujours aller de l'avant pour essayer de convaincre, Claire Simon. Oui, c'est c'est très intéressant de voir ce qui est pas montré, c'est-à-dire les coulisses de comment on négocie, pourquoi. Alors évidemment, l'USAS, c'est un endroit absolument exceptionnel. Alors par rapport à votre première question, c'est un ici, toujours, c'est en Ardèche.
Et il y a ce miracle qui a été construit au fil des années à l'initiative de Jean-Marie Barbe, qu'il y a aujourd'hui une 50aine de personnes qui vivent du cinéma documentaire dans ce village de 1000 habitants, où il y a d'autres gens qui travaillent aussi. Mais bien entendu, alors l'idée de créer cette plateforme Tank, cette plateforme du documentaire d'auteur, justement, a pris. Moi, je l'ai suivie pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle est arrivée quand même à peut-être grâce même au confinement, à un nombre d'abonnés plus important. Mais c'était très important pour moi d'arriver à filmer la lutte économique. La lutte, c'est-à-dire, c'est pas seulement c'est pas un film sur le documentaire d'auteur, c'est un film sur comment est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut dans un village. Et en parallèle, il y a d'un côté de la rue tous ceux qui travaillent dans le documentaire, et de l'autre côté, il y a les agriculteurs qui, en fait, ont relativement les mêmes problèmes et les mêmes problèmes de choix, c'est-à-dire entre l'agriculture biologique de trouver des clients pas loin, etc., ou bien l'agriculture avec les machines à vendanger, les machines à tailler, les machines à passer de l'engrais, etc. Et donc tous les choix qui sont ceux des cinéastes se retrouvent dans l'agriculture. C'est ça qui m'a beaucoup impressionnée dans ce film. Voilà, et ça, c'est l'USAS aussi comme modèle un peu du village d'avenir. C'est cette utopie-là, utopie aussi de l'art, ou plutôt de la création, aussi artisanale soit-elle, pour non pas apporter des réponses, mais peut-être raconter les questions qui se posent dans nos vies. L'importance aussi des festivals, pour ça, vous le disiez, des festivals qui sont entravés en ce moment, des festivals en ligne, c'est pas la même chose que d'être ensemble dans une salle. Et pourtant, il faut quand même les aider et les soutenir. C'est ce qui se joue en ce moment avec Cinéma du réel, dans lequel vous intervenez comme compétitrice avec ce film Garage. Je rappelle que Le Fils de l'épicière sera en salle à la fin de cette année, au début de l'année prochaine, on l'espère, avec la réouverture, et que donc Garage, votre dernier film, Des moteurs et des hommes, sera diffusé cet été sur France 3. En attendant donc, branchez-vous sur la plateforme numérique dédiée du cinéma du réel. Elle s'appelle Canal Réel, et vous pourrez y voir beaucoup de très beaux documentaires. Merci à vous, Claire Simon, d'avoir été avec nous. Le palmarès sera annoncé le 20 mars. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Jean-Christophe Brianchon avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture. Merci à Cathy Renaud et à Valentine Alloin pour la préparation des émissions. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Élise Leu. Très bel après-midi à tous sur France Culture. Merci Claire Simon. Merci beaucoup.